Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous invite à reprendre place, s'il vous plaît. Alors, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Please take your seat. Merci beaucoup. Quelques petites notes que je vous invite à garder en mémoire. Chers amis, votre dîner, votre lunch vous sera servi dans la salle 200C. Alors, la même salle où vous avez pris votre petit déjeuner ce matin. So please note that your lunch will be served in room 200C, same as the one of the breakfast this morning. Now I'm going to ask people to close the doors. Thank you. Merci beaucoup. J'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à maintenant. Pour ceux qui se joignent à nous, et pour répondre à la dame qui m'a interrogé à ce sujet tout à l'heure, je ne suis pas un pirate. I walked by a group of people who were talking among themselves, and I heard a woman say, "Who's the pirate?" Again, I'm Samuel de Champlain, and I founded Quebec City 400 years ago. Are we ready? We are. Mesdames, Messieurs, à nouveau, j'ai le plaisir de vous présenter, d'accueillir sur scène votre président de panel. Mesdames, Messieurs, voici M. Gilles Pronovo, s'il vous plaît. Alors, re-bienvenue. Et maintenant, place aux panélistes qui, cette fois, débattront, un peu, beaucoup, pas du tout, de certains thèmes qui sont très importants. Et sans plus tarder, je crois, le plus important, c'est de laisser la place aux panélistes. Donc, sans plus tarder, nous abordons la question de la culture, du développement culturel. C'est quand même un champ très important, développement des liens sociaux, de la solidarité, construction de soi, notamment chez les jeunes. Et donc, j'inviterai Mme Danielle Claude-Chartré à nous parler justement de la place, au fond, du loisir culturel dans le développement de la solidarité et de l'identité. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. Je vais tenter d'apporter ma contribution à la réflexion qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire le loisir dans une perspective de pluralité, d'identité et de solidarité. Ma présentation sera bien sûr à saveur gouvernementale, mais parsemée d'expériences territoriales et identitaires fécondes. Ainsi, je brosserai d'abord un portrait rapide du rôle du ministère en matière de loisirs culturels. J'aborderai ensuite certains éléments de connaissance qui nous permettent de bien campler l'ampleur et la diversité des pratiques de loisirs culturels au Québec. Enfin, je présenterai certains projets concrets et actuels en matière de loisirs culturels. Ces expériences significatives d'intégration et d'affirmation de l'identité reflètent bien les bénéfices de la pratique du loisir culturel, tant chez les individus que dans les communautés. D'abord, il faut spécifier que de toutes les provinces canadiennes, le Québec est la seule à inclure le loisir culturel dans la mission de son ministère de la Culture. Et ce, depuis 1996, alors que le ministère s'est vu confier la responsabilité gouvernementale en matière de loisirs culturels et de jeunes relèves amateurs, avec le beau mandat d'en favoriser le développement, de promouvoir sa pratique et d'en faciliter l'accès. En fait, depuis que nous élaborons des plans stratégiques, soit depuis l'année 2001, ces derniers font une place de choix aux loisirs culturels. Les plans 2001-2004 et 2005-2008 définissaient en effet une orientation visant à favoriser la participation active des citoyens à la vie culturelle. Le plan stratégique 2008-2011, actuellement en vigueur, contient une orientation comparable avec comme objectif précis d'inciter les citoyennes et citoyens, notamment les jeunes, à participer aux activités artistiques et culturelles au sein de leur milieu.
Cette continuité dans nos engagements ministériels démontre la constance de la place du loisir culturel dans la vision stratégique de la culture au Québec. Plus concrètement, afin de mettre en œuvre ces orientations, le ministère dispose de programmes d'aide financière destinés spécifiquement aux loisirs culturels qui s'incarnent dans le soutien à des organismes dans des domaines aussi divers que la jeune relève amateur, la musique, la généalogie, l'histoire, le chant choral, les loisirs cinématographiques, la danse, le théâtre et la littérature notamment. Elle se traduit également dans le domaine de la formation artistique, un champ d'action pour lequel le ministère soutient 82 écoles et camps spécialisés en arts situés sur tout le territoire québécois. Les jeunes qui les fréquentent souhaitent apprendre et pratiquer un loisir culturel dans le domaine de la danse, du chant, de la musique et des arts du cirque. Enfin, l'aide financière se traduit par des interventions territoriales et des ententes de partenariat qui visent à soutenir divers projets en matière de loisirs culturels et de jeunes relèves amateurs. Avec des municipalités, par exemple, qui sont parmi les instances les plus aptes à coordonner l'animation culturelle dans un cadre quotidien et de proximité. Les municipalités ont en effet compris depuis longtemps l'importance du loisir et de la pratique culturelle pour la qualité de vie de leurs citoyens, comme en témoignent les multiples services qu'elles offrent aux jeunes, aux adultes et aux familles, et ce, en collaboration avec plusieurs organismes de loisirs culturels. Le ministère se joint donc à ses partenaires privilégiés pour favoriser l'émergence de projets structurants par le biais notamment d'ententes de développement culturel. À ce jour, 109 ententes sont en vigueur et elles rejoignent 75 % de la population. Également avec des commissions scolaires comme autres partenaires. En fait, les 2/3 des commissions scolaires francophones du Québec se sont dotées de politiques culturelles. Cette initiative est appuyée par notre ministère et soutenue financièrement par celui de l'éducation, du loisir et du sport. Concrètement, ces politiques culturelles engagent notamment les écoles à inclure la culture dans toutes les sphères de l'enseignement et de la vie scolaire. Cela peut se traduire notamment par la présence d'un artiste ou d'un écrivain à l'école, ou encore par l'organisation de sorties culturelles dans des lieux comme une salle de spectacle, un théâtre pour enfants, un musée ou un centre d'interprétation. Nous venons d'aborder brièvement certaines initiatives ou programmes d'aide financière et formes de partenariat dans le domaine du loisir culturel au Québec. Mais comment observe-t-on concrètement sur le terrain la pratique du loisir culturel? Nous avons la chance au Québec de disposer d'enquêtes sur les pratiques culturelles des Québécois qui sont très développées, voire uniques. En effet, depuis 1979, le ministère mène tous les 5 ans de telles enquêtes auprès de larges échantillons de la population québécoise. Le chercheur bien connu Rosaire Garon, qui a œuvré au ministère jusqu'à tout récemment et que nous manquons tous les jours, est sans doute celui qui a le plus contribué à structurer ce domaine de connaissances. J'en profite ici pour le remercier de sa contribution inestimable à notre compréhension de la culture et à l'évolution de ses pratiques. Un premier constat qui émerge de ces enquêtes révèle l'ampleur des pratiques culturelles au Québec. En effet, en 2004, 86 % de la population aurait visité au moins une fois au cours de l'année un lieu culturel, comme un musée, une bibliothèque, une salle de spectacle ou encore un centre d'exposition. Dans le cas des activités culturelles davantage axées sur la pratique, plus du tiers de la population a déclaré pratiquer une discipline artistique en amateur, et ce, au moins une fois par mois. Pensons ici aux gens qui s'adonnent au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la photographie, au chant, à la danse, à la généalogie ou à diverses pratiques en lien avec l'histoire et le patrimoine. Un second constat concerne la diversité des pratiques artistiques en amateur et l'expression de l'identité qu'elles reflètent. En effet, les enquêtes que nous avons conduites démontrent bien à quel point ces pratiques de loisirs culturels varient selon l'âge, le sexe et le territoire notamment. En ce qui a trait à l'âge, les chiffres dont nous disposons révèlent que les 15 à 24 ans sont ceux qui ont le taux de pratique artistique en amateur le plus élevé, avec 50,2 %. Ce taux diminue progressivement avec l'âge pour se situer à 26,2 % chez les 55 à 65 ans. Et chez les 65 ans et plus,
le taux de pratique de loisirs artistiques s'élève à 30 %, une augmentation qui s'explique en raison des plus grandes périodes de temps libre dont dispose généralement cette tranche de la population. Au niveau de la différenciation des sexes, on remarque que les femmes ont, dans la plupart des cas, des pratiques culturelles plus développées que les hommes. Ce constat se manifeste de la même manière dans le cas précis des activités de loisirs artistiques en amateur, pour lesquelles les femmes sont plus nombreuses à pratiquer, dans une proportion de 37,5 % contre 31,2 % chez les hommes. Elles sont peu nombreuses ce matin, par ailleurs, à participer à ce panel, où je me sens bien seule, quoique très bien entourée. Je souhaiterais finalement présenter succinctement quelques exemples qui, au Québec, illustrent les impacts positifs de la pratique du loisir culturel. Les bénéfices de la pratique du loisir culturel en milieu scolaire ne font pas de doute. En plus de l'intérêt que suscitent les activités parascolaires pour la pratique des arts ou d'activités culturelles, plusieurs écoles misent sur celles-ci pour stimuler l'attachement des jeunes à leur école. Au secondaire, je voudrais mentionner, entre autres, l'événement Secondaire en spectacle qui remporte chaque année un grand succès auprès des jeunes. Cette manifestation nationale offre l'occasion aux jeunes de 12 à 18 ans de produire un spectacle avec l'aide des enseignants et des animateurs socioculturels de l'école. Les élèves peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité et se produire sur scène devant leurs pairs. Secondaire en spectacle stimule la confiance et le sens de l'initiative des participants tout en développant leurs habiletés artistiques. Plus de 100 000 jeunes du secondaire participent chaque année à cet événement en tant qu'artistes, amateurs, techniciens ou spectateurs. Ces chiffres représentent plus de 20 % de l'effectif scolaire régulier au secondaire. Du côté des collèges, un événement similaire que vous connaissez peut-être davantage, pour les Québécois d'entre nous en tout cas, Cégep en spectacle, qui est organisé chaque année. Ce concours en art de la scène, destiné aux jeunes de 17 à 20 ans, a même pris valeur d'école artistique, puisque plusieurs artistes, aujourd'hui connus du grand public, y ont fait leur début. Les effets positifs de la pratique du loisir culturel sur la réussite scolaire sont maintenant documentés. Ils sont effectivement corroborés par une première étude scientifique sur le sujet, publiée en 2007 par le chercheur Jacques Roy de l'Observatoire Jeunes et Société. Cette étude nous apprend notamment que la pratique d'activités socio-culturelles est une source de motivation, de persévérance pour les études et de valorisation personnelle. Par surcroît, on note que les jeunes qui pratiquent ces activités ont une meilleure moyenne scolaire, démontrent une plus grande volonté de poursuivre leurs études et expriment un engagement accru au sein de leur milieu, notamment par le biais du bénévolat. Au plan de l'identité, on ne peut passer sous silence les impacts collectifs des spectacles et festivals populaires où se côtoient citoyens, artistes amateurs et créateurs professionnels. Les quelques exemples qui suivent illustrent bien comment ces manifestations culturelles peuvent façonner l'identité des villes, des villages et des quartiers. Il en est ainsi du Festival en chansons de Petite-Vallée en Gaspésie. Ce festival aura réussi au fil des ans à forger une identité et une vocation culturelle à un village de seulement 250 habitants situé dans une région en perte de vitesse. Depuis maintenant 26 ans, le Festival en chansons de Petite-Vallée est le lieu d'un bouillonnement musical où la relève de la chanson francophone québécoise se réunit annuellement dans le cadre d'un concours. Plusieurs récipiendaires de prix dans le cadre de ce concours sont aujourd'hui des figures reconnues du paysage musical québécois. Profitant de ses succès, le festival a créé la Petite École de la chanson. Ce projet permet notamment aux jeunes gaspésiens de participer à la vie culturelle de leur milieu, de s'approprier les larges pans du répertoire de la chanson québécoise et de côtoyer les artistes professionnels. Depuis les débuts modestes de la Petite École il y a maintenant 15 ans, on estime que près de 1300 jeunes ont pris part à ce projet rassembleur. Une autre initiative culturelle dont je voudrais vous entretenir est celle du Petit Bonheur de Saint-Camille. Saint-Camille, c'est un joli village rural de 450 habitants situé en Estrie, à l'est de Montréal.
Le petit bonheur est né de la volonté des citoyens de mettre sur pied un projet solidaire et rassembleur dans le but d'assurer la survie du village, jusque-là en baisse démographique constante. En 1988, un comité de citoyens de Saint-Camille a décidé d'acheter l'ancien magasin général du village pour créer un lieu de rencontre pour la population. Depuis ce temps, le Petit Bonheur de Saint-Camille rassemble la population tant sur le plan communautaire que culturel. Le centre multifonctionnel mis sur pied par les villageois abrite aujourd'hui notamment des services alimentaires, une salle de spectacle qui accueille aussi bien des artistes de renom que des talents de la relève, ainsi qu'une galerie d'art qui présente régulièrement des expositions de toute nature. En misant sur l'intelligence collective et la solidarité, ce projet illustre les effets porteurs du loisir culturel et de la pratique artistique dans la prise en main d'une communauté par ses citoyens. Aujourd'hui, le succès du projet de Saint-Camille se traduit notamment par une croissance de sa population. Indéniablement, les pratiques en loisirs culturels jouent un rôle important pour l'intégration de personnes vivant des situations particulières, notamment celles des jeunes autochtones, des jeunes issus des communautés culturelles au sein des grandes villes et des jeunes vivant en milieux défavorisés. Il en va de même pour la réinsertion de jeunes décrocheurs dans leur communauté. 2 exemples, et je serai brève. Le Wapikoni Mobile. Le Wapikoni Mobile est un projet de solidarité qui s'adresse spécifiquement aux jeunes autochtones. C'est un studio ambulant de création et de diffusion audiovisuelle qui traverse le Québec à la rencontre de quelques 200 jeunes Amérindiens par année. Mis sur pied par la cinéaste professionnelle bien connue Manon Barbeau, cet organisme met à la disposition des jeunes autochtones plusieurs formateurs ainsi que des appareils numériques de création cinématographique et musicale. Ce projet aux effets très positifs a permis l'émergence de talents étonnants et plusieurs réalisations ont été présentées et ont remporté des prix dans des festivals internationaux. Le Wapikoni suscite d'ailleurs aujourd'hui l'intérêt de la Polynésie française, du Brésil, de la Bolivie, du Pérou, du Mexique et de la Norvège. Il importe de souligner que les retombées de ce projet dépassent largement la production d'œuvres cinématographiques et peuvent servir de levier identitaire fort. En effet, le Wapikoni constitue un moyen d'expression proprement autochtone en permettant la réalisation d'œuvres qui se penchent sur la réalité de ces communautés. La deuxième initiative, l'École de cirque de Gaspé. Un conférencier qui m'a précédé nous a bien expliqué l'impact que peut avoir le cirque dans une communauté. Eh bien, c'est aussi le cas à Gaspé, qui contribue à la réinsertion sociale de nombreux décrocheurs. Par son action, plusieurs jeunes doués, mais qui ne se reconnaissent pas dans le cadre normatif des écoles traditionnelles, peuvent désormais évoluer dans une discipline qui nécessite de la persévérance et de la rigueur. En outre, l'École de cirque de Gaspé contribue à former une relève dans un domaine où le Québec est devenu une pépinière de talents. Nous l'avons vu à travers différents exemples, le loisir artistique et culturel constitue un levier efficace de solidarité et de développement personnel et communautaire. En s'inscrivant dans une approche élargie de la culture, le loisir constitue un élément majeur de développement, de cohésion sociale et d'éclosion du sentiment d'appartenance des individus et des groupes. En raison de la diversité et de l'ampleur de sa pratique au sein de la population en général, le loisir culturel constitue, avec la pratique artistique en amateur, une composante majeure de la vie culturelle du Québec. Le gouvernement se doit donc de jouer un rôle de chef de file dans ce domaine. En œuvrant ainsi au développement d'initiatives aussi diversifiées dans le domaine du loisir culturel, le ministère et ses différents partenaires établissent un lien très étroit entre la pratique du loisir culturel, en particulier chez les jeunes, et le développement citoyen, mais bien sûr artistique, de l'ensemble de sa population. Je vous remercie. Merci, Madame Chartré.
on se met à rêver les écoles comme maison de la culture, un magasin général comme centre culturel, une base de plein air comme lieu d'expression artistique des jeunes. Vraiment, il y a place pour beaucoup de développement dans le domaine de la culture. Alors maintenant, nous allons passer à un autre thème qui est celui d'une réflexion sur la signification du temps libre dans nos sociétés. Vous savez comme moi que dans nos sociétés dites postmodernes, caractérisées par la porosité des frontières entre les temps sociaux, caractérisées également par le fait que finalement on passe assez facilement du travail à la famille, au loisir, aux relations d'amitié, est-ce que temps libre, loisirs culturels, tourisme culturel, sont des termes interchangeables? Finalement, est-ce qu'il y a vraiment une distance si grande entre ces termes? Je ne suis pas certain que Chris Rojek vous parlera de tout ça, mais il a intitulé sa communication sur le thème de la signification du temps libre dans nos sociétés, et il nous parlera notamment de son prochain ouvrage à paraître très bientôt. Chris Rojek. Well, if nothing else, I now know how President-elect Barack feels, because this is a big audience and I can't see any of you. The theme of the session today is plurality, identity, and solidarity. What is absent from that theme is the question of what leisure means. How can we be solid around leisure? How can we recognize plurality unless we have a common understanding of what leisure means? Conventionally, leisure means freedom and choice. And in both of those categories, freedom and choice, I think there are many things to be said. My presentation today will begin by arguing that leisure is not freedom and choice, leisure is positioned. What does it mean to say that leisure is positioned? Well, there is now a great deal of work demonstrating the relationships between leisure, class, gender, and inequality. Bill Gates's leisure is very different from anybody's in this room. I'm not going to cover that literature again because I think it's fairly well documented in the literature and among debates. And the question of is leisure dominated by class, is it dominated by gender, is it dominated by race, is far from settled. However, they have raised interesting questions about how leisure is positioned. My own interest in leisure more recently has moved away from that structural dimension to a more personal and emotional one. I'm more interested in the social psychology of leisure, for want of a better term. And here, over the last 8 months or so, I found a number of concepts have been very useful in clarifying how I think about the social psychology of leisure. And I want to spend most of the lecture today talking about them. In terms of social life wherever I go, I'm struck by the ubiquity of 3 conditions in all individuals at whatever level you choose to specify. Those conditions are competence, credibility, and relevance. We all want to be competent, we all want to appear credible, and we all want to be relevant. By competence, I mean not only the technical accomplishments that we need, that is to say, the study skills that we have, the examinations that we've passed. I mean a much more complex and obscure formation of psychology. What is it to be a good person? How can we present to others that we're a good, trustworthy person, an interesting person? It's not enough anymore to do well in your job or to do well in your community. You have to convey an aura of competence. By credibility, I mean that unique collection of accomplishments and knowledge that make one a person to be recognized as an individual. We respect and trust people who have values that we automatically take to be credible. This applies as much to someone who wants to be credible in goth culture as it does to somebody who wants to be credible at the Leisure Congress here. Relevance is judged by the same calculus. A relevant person is a good team player, someone who listens before making an opinion, someone who makes a difference. I believe that the paramount importance of competence, credibility, and relevance in society today requires us to reformulate what we mean
by leisure. And I will come to the meat of what I mean by that later. Before doing so, I want to observe that it's not really a surprise that competence, credibility, and relevance are so fundamental today. The last 50 years have witnessed an extraordinary transformation in the Western economy. There's been a major shift in resources from manufacturing to services. Globalization has involved the wholesale transfer of many manufacturing jobs to the emerging and developing world. In the Western economy, in the economically advanced countries, in other words, in 1961, 4 out of 10 workers were employed in the service sector. Today, it's 7 out of 10, nearly double. In the UK, where I live, in 2005, more than 7 times as many people, that's 22 million people, were employed in the service sector as in manufacturing. Manufacturing employed 3 million. What individuals and families do for a living has a direct influence upon their perception of society, themselves, and leisure. The service sector is fundamentally based in knowledge, information, and communication. At the heart of it is what we might call people skills. So it's no surprise that at the heart of being assessed as a competent, credible, relevant person is a command and practice of people skills. Now, what does all of this have to do with the question of how leisure is positioned today? In order to answer this question, we need to bring in 2 more ideas that will clarify the matter. These ideas are emotional intelligence and emotional labor. Emotional intelligence refers to knowledge of and dexterity with the various bits of information and practice that enable us to be empathetic with others, to work out what is on their minds, to give them their space, to take a view of what are good and bad values. This is what I mean by emotional intelligence. Emotional labor refers to the personal accomplishments required to use emotional intelligence successfully in social settings. It includes the capacity to convey sincerity, to help others express themselves, and to be generally comfortable in people's company. Emotional intelligence and emotional labor are pivotal in generating and conveying competence, credibility, and relevance. They are central personal resources in a culture based around therapeutic values. They are the keys to being automatically and unequivocally recognized as a good person. Now, competence, credibility, and relevance can be taught in schools and universities, but a striking feature of them is that they can be exploited, developed, and transformed in any social setting. You may enhance your competence and relevance over a cup of coffee in the canteen if someone tells you something about your institution or the world that causes you to think different. You can pick up similar tips, cues, and prompts about people skills by watching television, by listening to the radio, by reading a newsletter. In our world, polishing emotional intelligence and refining emotional labor are lifelong continuous processes. At both the conscious and subconscious levels, we are always sifting through data, increasing our storage capacity of people skills in order to be and also to be perceived as a good person. If all of this is true, if all that I've said so far is true, it fundamentally compromises our common sense notions of freedom and time off. These have been at the core of the popular understanding of leisure. The central importance of emotional intelligence and emotional labor today require a thoroughgoing reformulation of what we mean by leisure. Let me give a concrete example to bring the discussion down from the more conceptual level to the everyday level to try and illustrate what I'm trying to get across.
Let's look at the example of tobacco use, the recreational use of tobacco use. Since the 17th century in the West, the recreational use of tobacco use has been associated with freedom, relaxation, contemplation, and status. In the 18th and 19th century, this is ironical, in the 18th and 19th century, tobacco was regarded as an assistance to good health. Smoke and fire were regarded to purge the system and draw out infection. In the 19th and 20th centuries, smoking was advertised by tobacco companies as a sign of status and maturity. It was presented as a way of achieving rapid weight loss and demonstrating individual independence. For most of the 20th century, smoking has ranked with alcohol and reading as one of the most popular pursuits in leisure and recreation. In the 1950s and 60s, this was already changing. The position of smoking, the positioning of smoking in leisure was already changing. Medical opinion was establishing scientific correlations between tobacco, heart disease, and cancer. However, it was not until the US Surgeon General's report in 1964 that the health risks associated with tobacco were popularly appreciated. The report established irrefutable links between tobacco use and many avoidable diseases. Anti-smoking campaigners seized upon this to call for a ban on tobacco. Gradually, the status of smoking was redefined and repositioned. The health lobby successfully campaigned for health warnings to be placed on cigarette packets and smoking in places of public transport to be banned. However, what really turned the public, what really turned us against the recreational use of tobacco, were the findings about the effects of secondary smoking on health. In the 1980s and 1990s, medical research established clear links between cancer and secondary smoking. It was no longer a matter of smokers playing dice with their own lives. It was now a question of being responsible for the health of others, marital partners, children, friends, and workmates. It's highly unlikely that public disquiet with secondary smoking would have produced a ban on the practice of smoking in public settings without the influence of emotional intelligence and emotional labor. These were the cornerstones of the process. The two principles underlying the change in people's attitudes to smoking are, I think, what we might call care for the self and care for the other. Let me just tell you what I mean by those two things. These things run right through life in society today and culture today. They don't just refer to smoking. Care for the self and care for the other. Care for the self refers to the knowledge about exercise, diet, responsible lifestyle, and healthy values. It encompasses a view of the sensible use of non-work time, the right work-life balance, the correct values to have, the correct clothes to wear, and much else besides. Care for the other refers to knowledge and awareness of how our conduct impacts upon the well-being of others. It encompasses sensitivities about racist, sexist, environmentally unfriendly attitudes, and extends to the knowledge of what secondary smoking can do to you. The ethical principles of care for the self and care for the other are at the heart of being seen as a good person. As such, they are basic to judgments about competence, credibility, and relevance. The significance of care for the self and care for the other in responsible citizenship, and the roles of emotional intelligence and emotional labor in developing and strengthening these principles requires us to look very critically at common sense associations between leisure, freedom, and choice. Leisure is positioned by the two ethical principles and emotional imperatives that I have described. In some ways, the present situation requires us to come full circle.